Au cœur de l'Europe, au 5e siècle après Jésus-Christ, une tempête s'approchait du monde civilisé. Ce n'était pas une tempête de vent et de pluie, mais de fer et de sang. Les Vandales, une tribu germanique qui, pendant des générations, avait erré à travers les vastes plaines de l'Est européen, marchait désormais vers l'Ouest avec une détermination que peu parvenaient à saisir. Ils n'étaient ni les plus imposants ni les plus nombreux parmi les peuples barbares, mais ils possédaient quelque chose qui les distinguait de tous les autres. Une soif inextinguible de conquête et un chef dont la vision dépassait les frontières de l'horizon. Attila, le Hun, avait transformé l'Europe en un brasier de guerre. Ses hordes balayaient tout sur leur passage, obligeant des tribus entières à abandonner leurs terres ancestrales. Les Vandales, comme bien d'autres peuples, furent repoussés loin de leurs origines, entamant un périple épique qui les conduirait à travers toute l'Europe. Mais contrairement aux autres peuples qui fuyaient simplement, les Vandales transformèrent leur migration forcée en une chance de conquête. Chaque territoire traversé devenait le théâtre de leur victoire, chaque cité rencontrée, un échelon vers leur ascension au pouvoir. La direction de ce voyage extraordinaire reposait entre les mains d'un homme dont le nom résonne encore à travers les siècles, Genséric. Grand et imposant malgré la jambe infirme qui le faisait boiter, il possédait des yeux semblant percevoir au-delà du présent, calculant des possibilités que d'autres n'imaginaient même pas. Son handicap physique, loin d'être une faiblesse, était devenu le symbole de sa détermination. Tandis que d'autres chefs comptaient sur la force brute, Genséric avait développé un esprit stratégique, compensant toute limitation corporelle. Né à une époque où la survie dépendait de l'adaptation et de la conquête, Genséric comprit très tôt que le monde changeait. L'Empire romain, jadis invincible, montrait des signes patents de déclin. Ses frontières, autrefois infranchissables pendant des siècles, se révélaient désormais poreuses. Ces légions, qui avaient jadis fait trembler tous les peuples de la terre, peinaient désormais à maintenir leur cohésion interne. Pour un chef visionnaire comme Genséric, cette situation ne représentait pas seulement une opportunité, mais un appel du destin. Sous sa direction, les Vandales n'étaient plus de simples réfugiés en quête d'un nouveau foyer. Ils étaient devenus une machine de guerre parfaitement organisée, capable de se déplacer avec une rapidité surprenante et d'attaquer avec une précision mortelle. Genséric avait transformé la nécessité migratoire en un art de conquête, enseignant à son peuple que chaque pas du voyage devait servir à renforcer leur puissance et étendre leur domaine. Lorsqu'ils atteignirent enfin la péninsule ibérique, les Vandales n'étaient plus le même peuple qui avait quitté l'Est européen. Ils étaient devenus une force militaire redoutable, trempés par des années de conflits et unis sous la direction d'un chef dont l'ambition ne connaissait aucune limite. L'Hispanie, province romaine riche en ressources et stratégiquement placée, ne serait que la première étape d'un voyage encore plus grandiose. Genséric regardait au-delà du détroit de Gibraltar et voyait ce qu'aucun autre chef barbare n'avait osé imaginer, l'Afrique. Là se trouvait la province la plus riche de l'Empire romain, le grenier qui nourrissait Rome elle-même, protégée uniquement par un étroit bras de mer. Pour d'autres, cette barrière maritime était un obstacle infranchissable. Pour Genséric, c'était simplement un autre défi à surmonter, une autre occasion de prouver que sa vision de l'avenir était juste. L'Afrique l'attendait, et avec elle, le destin qui transformerait les Vandales de simples réfugiés en maîtres d'un empire. L'année 429 après Jésus-Christ marquerait à jamais l'histoire de la Méditerranée. Genséric, après avoir consolidé sa position en péninsule ibérique, prit la décision qui définirait non seulement le destin de son peuple, mais aussi l'avenir de tout le monde occidental. L'Afrique romaine, joyau le plus précieux de l'Empire, allait bientôt connaître la fureur organisée des Vandales. Ce qui semblait une impossibilité géographique, comment un peuple sans tradition navale pouvait-il traverser la mer, se révélerait le premier grand coup de génie stratégique du roi boiteux. Avec 80 000 hommes, femmes et enfants, Genséric organisa l'une des plus grandes migrations armées de l'histoire. Il ne s'agissait pas seulement de guerriers, mais d'un peuple entier en mouvement,
emportant tout ce qu'ils possédaient dans une flotte improvisée de navires capturés, construits et adaptés pour la traversée. Le détroit de Gibraltar, séparant l'Europe de l'Afrique, devint un pont liquide par lequel passa l'avenir d'une civilisation. La traversée fut épique. Des hommes n'ayant jamais navigué au-delà de petits fleuves affrontèrent désormais les eaux de la Méditerranée avec la détermination de ceux qui n'avaient d'autre choix que de vaincre. Genséric avait calculé chaque détail, la saison, les vents favorables, les points de débarquement. Son esprit stratégique transformait les obstacles en opportunités, et la mer, qui aurait dû être une barrière, devint le chemin vers la gloire. Le débarquement sur la côte africaine prit les autorités romaines totalement au dépourvu. La province la plus riche de l'Empire, habituée à la paix et à la prospérité, se retrouva soudain envahie par une force barbare, déterminée et bien organisée. Les premières cités côtières tombèrent avec une facilité surprenante, révélant la fragilité d'un système défensif devenu complaisant après des siècles de tranquillité. Mais c'est lors du siège d'Hippone que le monde comprit véritablement l'ampleur de la menace représentée par Genséric et ses Vandales. La cité, important centre chrétien et siège épiscopal, résista avec un courage admirable. Derrière ses murailles, l'un des hommes les plus illustres de l'époque, saint Augustin, grand philosophe et théologien, vivait ses derniers jours. Le siège dura des mois, devenant un symbole de la résistance romaine face à l'invasion barbare. Pendant le siège, Augustin, déjà âgé et malade, continua d'écrire et d'enseigner, même tandis que le bruit de la guerre résonnait dans les rues de sa cité. Ces derniers textes reflétaient non seulement des questions théologiques, mais aussi la signification de ces temps troublés. Il comprenait qu'il assistait à la fin d'une ère et à la naissance d'une autre. Lorsque la mort l'emporta enfin, encore pendant le siège, ce fut comme si un chapitre de l'histoire occidentale se refermait définitivement. La chute d'Hippone signifia bien plus que la conquête d'une ville. Elle démontra définitivement que Genséric n'était pas un simple chef barbare en quête de pillage, mais un conquérant systématique aux objectifs clairs et à la stratégie bien définie. Chaque victoire était calculée. Chaque conquête servait à renforcer la campagne suivante. La rapidité avec laquelle les Vandales s'adaptèrent à leur nouveau territoire impressionna même leurs ennemis. Genséric ne se contentait pas de piller et de partir. Il voulait construire quelque chose de durable. Il organisa l'administration des territoires conquis, maintenant en fonctionnement les systèmes de production et de commerce qui rendaient l'Afrique si précieuse pour Rome. Sa vision allait bien au-delà du pillage immédiat. Il bâtissait un royaume. La richesse de la région dépassa toutes les attentes. Les greniers d'Afrique, qui nourrissaient Rome elle-même, remplissaient désormais les coffres de Genséric. Les mines d'or et d'argent, les champs de blé, les routes commerciales reliant l'intérieur du continent à la Méditerranée, tout cela servait désormais les desseins du roi Vandale. Rome, habituée à recevoir les tribus africains, se retrouva soudain privée de sa principale source de ressources, tandis que ses anciens sujets finançaient l'ascension de leurs conquérants. La conquête de l'Afrique par les Vandales ne fut pas seulement une victoire militaire, ce fut une révolution géopolitique qui changea à jamais l'équilibre des pouvoirs dans le monde méditerranéen. Genséric avait prouvé qu'il était possible de défier Rome à son propre jeu, en utilisant sa richesse contre elle et en transformant ses provinces les plus précieuses en base pour de futures conquêtes. Avec la côte africaine fermement sous son contrôle, Genséric tourna ses yeux vers le plus grand prix qui l'attendait à l'horizon, Carthage. La cité qui avait jadis été la rivale la plus redoutable de Rome, théâtre des guerres puniques et symbole de la résistance à la domination romaine, dormait sous le joug impérial depuis des siècles. Mais entre les mains de Genséric, Carthage était destinée à renaître comme centre d'un nouveau pouvoir défiant à nouveau la suprématie romaine en Méditerranée. La marche sur Carthage fut triomphale. Les cités rencontrées en chemin se rendirent sans résistance significative, reconnaissant l'inutilité de s'opposer à une force ayant déjà démontré sa supériorité tactique et organisationnelle.
L'administration romaine locale, incapable de faire face à une invasion d'une telle ampleur, s'effondra devant l'avancée vandale. En quelques mois, ce qui avait été considéré comme la province la plus sûre de l'Empire devint un territoire entièrement sous contrôle barbare. L'entrée de Genséric à Carthage, en 439 après Jésus-Christ, marqua officiellement la naissance du royaume vandale. Ce ne fut pas seulement une conquête militaire, ce fut une déclaration d'indépendance résonnant à travers le monde connu. Pour la première fois depuis des siècles, Carthage redevenait une capitale, siège d'un pouvoir souverain défiant ouvertement l'autorité romaine. Genséric comprit immédiatement la valeur symbolique de sa conquête. Carthage n'était pas seulement une autre cité riche, c'était un symbole historique de résistance à la domination romaine. En y établissant sa capitale, il se plaçait comme l'héritier légitime de l'ancienne rivalité punique avec Rome. Mais contrairement à Hannibal, qui avait porté la guerre jusqu'aux portes de Rome par la terre, Genséric nourrissait une vision encore plus ambitieuse, dominer les mers. La transformation d'un peuple sans tradition navale en puissance maritime fut peut-être le plus grand exploit de Genséric. Les Vandales, qui avaient passé des siècles sur les plaines européennes, durent rapidement apprendre les arts de la navigation et du combat naval. Genséric recruta des marins expérimentés parmi les habitants locaux, utilisa les chantiers navals carthaginois et commença à construire une flotte qui deviendrait bientôt légendaire. La stratégie navale de Genséric fut révolutionnaire, tandis que Rome maintenait une marine traditionnelle centrée sur de grandes batailles navales. Les Vandales développèrent des tactiques de guerre corsaires, maximisant leur mobilité et minimisant leurs risques. De petits groupes de navires rapides attaquaient les convois marchands, les cités côtières non protégées et même des flottes militaires isolées, évitant toujours les affrontements directs inégaux. Cette nouvelle manière de faire la guerre en mer transforma la Méditerranée en un lac dangereux pour tout navire non vandale. Les routes commerciales fonctionnant paisiblement depuis des siècles étaient désormais constamment menacées par des attaques surprises. Les marchands romains commencèrent à éviter certaines régions, modifiant des schémas commerciaux établis depuis des générations. Ce qui avait commencé comme une piraterie organisée évolua rapidement en quelque chose de bien plus grand. Genséric ne se contentait pas de perturber le commerce romain, il voulait le remplacer. Carthage, sous son commandement, développa ses propres réseaux commerciaux, nouant des relations avec des peuples marginalisés par la domination romaine. Les tribus berbères de l'intérieur africain, les marchands du Moyen-Orient cherchant des alternatives aux routes contrôlées par Rome, tous trouvèrent en Genséric un partenaire prêt à défier le monopole romain. La flotte vandale grandit rapidement, en nombre comme en capacité. Les navires construits à Carthage étaient rapides et maniables, parfaitement adaptés aux tactiques de frappe éclair qui devinrent la marque de fabrique de la guerre navale vandale. Chaque victoire en mer apportait non seulement des richesses, mais aussi des connaissances et une expérience immédiatement intégrée dans les campagnes suivantes. En moins d'une décennie, Genséric avait complètement transformé l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée occidentale. Ce qui avait commencé comme une migration forcée était devenu la fondation d'un royaume maritime contrôlant certaines des routes commerciales les plus importantes du monde antique. Rome, habituée à dominer les mers sans contestation sérieuse, se retrouva soudain confrontée à un rival non seulement défiant sa suprématie navale, mais ayant appris à utiliser la mer comme arme contre elle. L'année 455 après Jésus-Christ apporta à l'Empire romain d'Occident une crise politique que Genséric observait attentivement depuis sa capitale de Carthage. L'empereur Valentinien III, au pouvoir depuis des décennies, fut assassiné dans une conspiration palatiale révélant toutes les fractures internes de l'Empire moribond. Ce qui aurait pu n'être qu'une succession impériale troublée devint, grâce à la vision stratégique de Genséric, l'occasion parfaite pour le coup le plus audacieux de sa carrière, le sac de Rome. La mort de Valentinien créa un vide de pouvoir rapidement comblé par Pétro Maxime, un aristocrate ambitieux usurpant le trône impérial.
Maxime, conscient de la fragilité de sa position, tenta de la légitimer en épousant Licinia Eudoxia, veuve de l'empereur assassiné. Pour l'impératrice, cette union forcée représentait non seulement une humiliation personnelle, mais une menace réelle pour la sécurité de ses filles et l'avenir de sa famille. Eudoxia, femme d'une intelligence politique remarquable, comprit que sa situation désespérée exigeait des mesures extraordinaires. Secrètement, elle envoya des émissaires à Carthage, faisant appel directement à Genséric. Le message était clair. Elle avait besoin d'un libérateur capable de la sauver du mariage forcé et de protéger sa famille de la tyrannie de l'usurpateur. Pour Genséric, ce message représentait bien plus qu'un appel à l'aide. C'était le prétexte idéal pour une invasion qu'il planifiait depuis des années. La réponse de Genséric fut calculée et immédiate. Il se présenta publiquement comme le protecteur légitime de la famille impériale, défenseur de la justice contre l'usurpation. Mais ses véritables motivations allaient bien au-delà de l'altruisme. Rome, affaiblie par des décennies de déclin politique et militaire, était enfin à portée de ses ambitions. La conspiration interne avait créé la justification parfaite pour une attaque qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être perçue comme une simple agression barbare. La préparation de l'expédition contre Rome fut un spectacle d'organisation militaire. Genséric mobilisa non seulement sa flotte de guerre, mais aussi des transports suffisants pour emporter une armée substantielle. La logistique de l'opération était complexe. Outre les guerriers, il fallait transporter des équipements de siège, des provisions pour une campagne prolongée et, crucialement, des navires vides pouvant emporter les trésors qu'il espérait capturer. La flotte vandale partant de Carthage vers l'Italie était impressionnante, tant par sa taille que par son organisation. Des centaines de navires fendaient les eaux de la Méditerranée dans un spectacle inédit depuis des siècles. Pour les observateurs sur les côtes africaines, ce départ représentait le moment où leur roi cessait d'être un simple souverain régional pour devenir un conquérant d'envergure impériale. La traversée fut effectuée avec la précision caractéristique des opérations de Genséric. Les navires vandales naviguèrent en formation serrée, évitant les routes patrouillées par les restes de la marine romaine et profitant de vents favorables les menant rapidement aux côtes italiennes. Lorsqu'ils aperçurent enfin le littoral italien, les Vandales savaient qu'ils participaient à un événement qui changerait l'histoire à jamais. Le débarquement en Italie rencontra une résistance minime. Les cités côtières, habitués à la paix impériale et non préparés à une invasion d'une telle ampleur, se rendirent sans combat significatif. La nouvelle de l'arrivée de Genséric se répandit rapidement dans la péninsule, provoquant une panique générale. Rome, qui n'avait pas fait face à une menace militaire sérieuse depuis des générations, se retrouva soudain confrontée à la perspective réelle d'un sac. Pétromaxime, l'empereur usurpateur, découvrit que sa position fragile était devenue intenable face à une menace extérieure réelle. Sans armée capable de résister aux Vandales et sans légitimité politique pour mobiliser le soutien populaire, il se retrouva complètement isolé. Dans un désespoir, il tenta de fuir Rome, mais fut intercepté et tué par une foule furieuse le rendant responsable de la crise s'abattant sur la ville. La mort de l'usurpateur élimina le dernier obstacle politique à la marche de Genséric sur Rome. Il n'y avait plus d'empereur pour négocier, plus de gouvernement organisé pour coordonner la défense. La cité ayant gouverné le monde pendant plus d'un millénaire était totalement sans défense face à l'approche du roi vandale, dont l'ambition allait bientôt être couronnée par le plus grand triomphe de sa carrière. La marche de Genséric sur Rome fut un spectacle que les témoins décrivirent comme à la fois majestueux et terrifiant. L'armée vandale avançait sur la Via Appia avec la discipline d'une machine militaire parfaitement réglée, mais aussi avec la détermination implacable de conquérants sachant qu'ils étaient sur le point de faire l'histoire. À mesure qu'ils approchèrent de la ville éternelle, la réalité de ce qui se passait commença à se matérialiser pour les habitants de Rome. Pour la première fois en 800 ans, une force barbare marchait librement vers le cœur de l'Empire.
La nouvelle de l'approche des Vandales se répandit dans la ville comme un feu dans une forêt sèche. La panique s'empara des rues, tandis que les citoyens riches tentaient de fuir avec leurs trésors et que les pauvres se préparaient au pire. Sans empereur, sans armée et sans espoir de résistance efficace, Rome se retrouva totalement exposée à la merci de Genséric. C'était une situation que la ville n'avait pas connue depuis les temps mythiques de sa fondation. C'est à ce moment critique qu'émergea une figure qui deviendrait centrale dans l'histoire du sac, le pape Léon Ier, connu comme Saint Léon le Grand. Le pontife, reconnaissant que la résistance militaire était impossible, prit sur lui la responsabilité de négocier avec Genséric. C'était un acte de courage extraordinaire, car cela signifiait rencontrer face à face un chef barbare dont la réputation d'implacabilité était connue dans tout le monde méditerranéen. La rencontre entre le pape et le roi vandale eut lieu aux abords de Rome, dans un cadre symbolisant parfaitement le choc entre deux civilisations. Léon, représentant le pouvoir spirituel de Rome et la tradition chrétienne, affrontait Genséric, symbole du pouvoir militaire émergent et de la transformation politique balayant le monde antique. Le dialogue entre les deux hommes fut tendu mais respectueux, reflétant la reconnaissance mutuelle qu'ils étaient tous deux des figures historiques conscientes de l'ampleur du moment. Léon supplia Genséric d'épargner la ville d'une destruction totale. Il demanda qu'il n'y ait pas de massacre de la population, que les édifices sacrés soient respectés et que Rome ne soit pas incendiée, comme cela était arrivé à tant d'autres cités conquises par des forces barbares. Genséric écouta les supplications du pape avec attention calculée, pesant soigneusement les avantages et les inconvénients de chaque concession demandée. La réponse de Genséric fut caractéristique de sa nature pragmatique. Il accepta les conditions proposées par le pape, mais précisa clairement qu'il attendait une compensation adéquate pour sa clémence. Rome serait épargnée de la destruction, mais paierait un prix en trésors reflétant son importance historique. Le sac serait systématique et complet, mais ne serait pas accompagné du massacre indiscriminé caractérisant souvent les conquêtes barbares. Dans les jours qui suivirent, Rome assista à un spectacle unique dans l'histoire. Le sac le plus organisé et méthodique qu'une grande cité ait jamais connu. Pendant 14 jours consécutifs, les Vandales parcoururent systématiquement chaque quartier, chaque palais, chaque temple, enlevant tout ce qui avait de la valeur avec l'efficacité d'une opération militaire parfaitement planifiée. Ce n'était pas un pillage chaotique, mais un transfert organisé de richesses d'une civilisation à une autre. Ce qui impressionnait les observateurs, c'était la discipline avec laquelle les Vandales exécutaient leurs tâches. Il n'y avait pas de violence inutile, pas de destruction gratuite. Genséric avait donné des ordres clairs. Tout ce qui avait de la valeur devait être préservé et transporté à Carthage. Mais la ville et sa population devaient rester intactes. C'était comme s'il démontrait que sa supériorité sur Rome était si complète qu'il n'avait pas besoin de recourir à la brutalité pour prouver son point. Parmi les trésors capturés lors du sac, figuraient des objets d'une valeur historique inestimable. Les ornements sacrés du temple de Jérusalem, que les Romains avaient emportés à Rome après la destruction de Jérusalem en l'année 70 après Jésus-Christ, changeaient de main à nouveau. Ces objets, chargés de significations religieuses et historiques, symbolisaient la continuité des conquêtes et le transfert de pouvoir d'une ère à une autre. Lorsque les Vandales quittèrent enfin Rome, emportant avec eux une quantité colossale de richesses, ils laissèrent derrière eux une cité physiquement intacte mais symboliquement transformée. Le sac de Rome par Genséric n'avait pas été seulement un acte de pillage, c'était une démonstration définitive que le pouvoir dans le monde méditerranéen avait changé de main. Rome, qui avait été pendant des siècles le centre du monde, se retrouvait désormais réduite au rôle de victime de ses anciennes provinces rebelles. Le retour triomphal de Genséric à Carthage marqua plus que la fin d'une campagne militaire réussie. Il représenta la naissance d'un nouveau concept dans l'histoire de la civilisation occidentale.
Le mot vandalisme, que nous utilisons aujourd'hui pour décrire la destruction délibérée de biens, trouve son origine à ce moment historique, lorsque le monde vit pour la première fois la capacité d'un peuple barbare non seulement de conquérir Rome, mais de l'humilier de manière si systématique et complète. Mais le terme, lorsqu'appliqué à ce qui s'est réellement passé à Rome, révèle une ironie historique profonde. Le sac de Genséric ne fut pas caractérisé par la destruction gratuite que le mot vandalisme suggère aujourd'hui. Au contraire, il fut remarquablement contrôlé et organisé. Le véritable vandalisme ne fut pas physique, mais psychologique. Genséric avait détruit à jamais le mythe de l'invincibilité romaine, le remplaçant par la réalité humiliante que Rome pouvait être pillée par n'importe quel chef barbare suffisamment audacieux et bien préparé. La flotte vandale revenant à Carthage transportait bien plus que des trésors matériels. Elle transportait le symbole concret du changement d'ère, la preuve tangible que le pouvoir dans le monde méditerranéen s'était redistribué de manière permanente. Les navires arrivèrent dans les ports carthaginois chargés jusqu'à la gueule d'or, d'argent, d'œuvres d'art, d'objets religieux et de prisonniers illustres, y compris des membres de la propre famille impériale romaine. Parmi les captifs les plus importants figurait Licinia Eudoxia, l'impératrice qui avait initialement fait appel à Genséric pour protection. Ironiquement, elle se retrouvait désormais prisonnière de l'homme même à qui elle avait demandé de l'aide. Avec elle vinrent ses filles, dont Eudocie, qui deviendrait l'épouse d'Unéric, fils de Genséric, scellant une alliance politique légitimant encore davantage le pouvoir vandale aux yeux du monde romain. La transformation de Carthage après le sac de Rome fut spectaculaire. La cité, déjà prospère grâce au contrôle vandale sur l'Afrique du Nord et les routes commerciales méditerranéennes, devint véritablement magnifique. Les trésors romains financèrent une expansion urbaine sans précédent, avec la construction de nouveaux palais, temples et installations portuaires rivalisant avec tout ce que le monde antique avait connu. Genséric investit stratégiquement sa nouvelle richesse dans le renforcement de son royaume. Une part significative des trésors fut dirigée vers l'expansion et la modernisation de la flotte vandale, qui dominait déjà la Méditerranée occidentale, mais pouvait désormais aspirer à un contrôle encore plus vaste. De nouveaux navires furent construits, des marins expérimentés recrutés et des technologies navales avancées développées, consolidant la suprématie maritime vandale. Mais l'investissement le plus important fut peut-être la création d'un réseau d'alliances s'étendant à travers tout le monde barbare. Les trésors romains servirent de monnaie diplomatique, achetant la loyauté d'autres chefs tribaux et finançant des expéditions élargissant l'influence vandale bien au-delà des frontières de leur royaume africain. Genséric comprit que sa victoire sur Rome ne serait durable que s'il parvenait à construire une coalition de peuples barbares unis contre la domination romaine. L'impact psychologique du sac résonna à travers tout l'Empire. Rome, qui pendant des siècles s'était présentée comme la ville éternelle, indestructible et invincible, était désormais perçue comme vulnérable et décadente. D'autres peuples barbares, inspirés par l'exemple de Genséric, commencèrent à remettre en question leur propre soumission au pouvoir romain. Le sac n'avait pas été seulement une attaque contre une ville, c'était une attaque contre l'idée même de suprématie romaine. Pour les Vandales eux-mêmes, la victoire représenta une transformation identitaire profonde. Ils n'étaient plus un peuple en fuite, des réfugiés poussés par les circonstances historiques. Ils étaient devenus de légitimes conquérants, seigneurs d'un royaume puissant et respecté. L'humiliation de Rome par les Vandales prouva que n'importe quel peuple, quelle que soit l'humble origine, pouvait accéder au sommet de la hiérarchie mondiale s'il possédait un leadership visionnaire et une détermination inébranlable. La richesse capturée à Rome permit aussi à Genséric de financer des projets culturels et religieux, légitimant son royaume auprès de différents publics. Bien qu'étant chrétien arien, il fit preuve d'une tolérance religieuse calculée, permettant à différents groupes de maintenir leurs pratiques tant qu'ils contribuaient à la prospérité générale du royaume. Cette politique pragmatique assura la stabilité interne et attira des talents de tout le monde méditerranéen vers Carthage.
Le sac de Rome avait profondément humilié l'Empire romain d'Occident, mais avait aussi éveillé une détermination désespérée à récupérer au moins une partie de la dignité perdue. En l'année 468 après Jésus-Christ, 13 ans après l'humiliation vandale, Rome rassembla ses dernières ressources dans une tentative épique de reconquérir l'Afrique et de détruire le royaume de Genséric. Ce qui suivit serait la plus grande confrontation navale de l'histoire antique, une bataille décidant définitivement le destin de la Méditerranée occidentale. L'empereur romain d'Orient, Léon Ier, reconnaissant que la survie de l'Empire dépendait de l'élimination de la menace vandale, autorisa la plus grande expédition militaire romaine depuis des décennies. Plus de 100 000 hommes furent mobilisés, représentant pratiquement tout ce qui restait du pouvoir militaire romain. La flotte préparée pour cette campagne finale était colossale. Plus de 2000 navires de tout type, des grandes galères de guerre aux petits transports de troupes, formant une armada couvrant l'horizon vu de la mer. Le commandement de cette force monumentale fut confié à Basiliscus, beau-frère de l'empereur et général expérimenté ayant démontré sa compétence dans des campagnes antérieures. Basiliscus comprenait l'ampleur de la tâche qui lui avait été confiée. Ce n'était pas seulement une campagne militaire, mais un combat pour l'existence même de l'Empire romain en tant que force méditerranéenne pertinente. L'échec signifierait la fin définitive des ambitions romaines de retrouver leur ancienne grandeur. La préparation de l'expédition romaine fut un spectacle impressionnant les observateurs du monde antique. Des soldats furent recrutés dans toutes les provinces restantes de l'Empire, des équipements fabriqués à l'échelle industrielle et des provisions accumulées pour soutenir une campagne prolongée. C'était comme si Rome misait tout sur un seul coup, concentrant ses ressources finales dans une tentative désespérée de renverser des décennies de déclin. Genséric observait les préparatifs romains avec le calme calculé d'un stratège expérimenté. Ses sources de renseignements, réparties à travers toute la Méditerranée, le tenaient informé de chaque mouvement de la flotte romaine. Il savait qu'il affronterait la plus grande force navale jamais rassemblée contre son royaume, mais comprenait aussi que ce serait son occasion définitive de prouver la supériorité vandale sur Rome, une fois pour toutes. La stratégie de Genséric pour affronter la menace romaine fut caractéristique de son génie militaire. Au lieu de tenter d'égaler la force numérique romaine, il décida d'utiliser son plus grand avantage, la mobilité et la connaissance supérieure des eaux méditerranéennes. Il permit à la flotte romaine de s'approcher de la côte africaine et d'établir une base d'opération, leur accordant apparemment l'initiative. C'était un piège soigneusement préparé. Basiliscus, confiant dans la supériorité numérique de sa force, établit sa base navale au Cap Bon, près de Carthage. La flotte romaine s'étendait sur des kilomètres le long de la côte. Un spectacle impressionnant de puissance militaire semblant garantir la victoire. Les soldats romains, voyant l'ampleur de leur propre force, commencèrent à célébrer prématurément, convaincus que la reconquête de l'Afrique serait une affaire de jour. C'est alors que Genséric exécuta son coup de maître. Pendant une nuit sans lune, il lança une opération combinant une audace extrême avec une précision chirurgicale. Des navires vandales spécialement préparés, chargés de matériel incendiaire, furent dirigés silencieusement contre la flotte romaine ancrée. Simultanément, ces galères de guerre les plus rapides se positionnèrent pour exploiter le chaos qui suivrait. L'attaque commença avant l'aube, lorsque la visibilité était minimale mais suffisante pour une navigation précise. Les navires incendiaires vandales, équipés de volontaires sachant participer à une mission suicide, pénétrèrent dans les formations romaines et commencèrent à répandre le feu à travers toute la flotte ennemie. Le spectacle qui suivit fut à la fois majestueux et terrible. Des centaines de navires romains s'embrasant simultanément, illuminant la mer nocturne d'une lumière visible à des kilomètres à la ronde. Le chaos dans la flotte romaine fut indescriptible. Des marins désespérés tentèrent de combattre des incendies multiples, tandis que des soldats cherchaient à se sauver des flammes. De nombreux navires, pour éviter le feu, coupèrent leurs ancres et partirent à la dérive, entrant en collision les uns avec les autres dans l'obscurité.
La formation organisée de la flotte se désintégra en minutes, se transformant en une masse confuse de navires en panique. Basiliscus tenta désespérément de rétablir l'ordre, mais découvrit qu'il avait perdu le contrôle de la situation. Ses signaux de commandement étaient ignorés dans le chaos général. Ses ordres n'atteignaient pas les navires les plus éloignés, et son propre navire était menacé par les flammes se propageant rapidement. En quelques heures, la plus grande flotte jamais rassemblée par l'Empire romain se transforma en un cimetière maritime fumant. Lorsque le soleil se leva, il révéla l'étendue complète de la victoire vandale. Des débris de navires romains couvraient la surface de la mer sur des kilomètres, tandis que des survivants s'accrochaient à tout morceau de bois flottant qu'ils pouvaient trouver. La flotte censée restaurer le pouvoir romain en Méditerranée avait été virtuellement éliminée en une seule nuit de combat. La bataille du Cap Bon, comme elle fut appelée, représenta bien plus qu'une victoire militaire. C'était la confirmation définitive que la Méditerranée occidentale appartenait désormais aux Vandales. Rome avait joué sa dernière carte et l'avait perdue de manière spectaculaire. Genséric n'avait pas seulement défendu son royaume, il avait éliminé à jamais la capacité romaine de contester sérieusement sa suprématie maritime. Les années suivant la bataille du Cap Bon apportèrent à Genséric une réalisation que peu de conquérants dans l'histoire ont eu le privilège d'expérimenter: l'opportunité de gouverner en paix l'empire qu'il avait construit par la guerre. Le roi vandale, désormais âgé, pouvait contempler un héritage surpassant même ses ambitions les plus audacieuses de jeunesse. Il avait transformé un peuple nomade en seigneur d'un royaume prospère, humilié Rome d'une manière résonnant à travers les siècles et établi une dynastie dominant la Méditerranée pendant des générations. Durant ces dernières années, Genséric se consacra à la consolidation de ses conquêtes et à l'organisation d'un système gouvernemental pouvant survivre à sa mort. Faisant preuve de la même vision stratégique ayant caractérisé ses campagnes militaires, il établit des lois de succession claires, renforça les institutions administratives de son royaume et cultiva des alliances garantissant la stabilité politique après son départ. C'était le travail d'un homme d'État mûr, conscient que la véritable grandeur se mesurait non seulement par les conquêtes réalisées, mais par la durabilité des structures laissées aux successeurs. Le royaume vandale, sous le règne final de Genséric, atteignit son apogée culturel et économique. Carthage était redevenue l'une des cités les plus importantes du monde méditerranéen, rivalisant en splendeur avec Constantinople et surpassant largement la Rome décadente. Les ports vandales fourmillaient d'activités commerciales, les routes maritimes contrôlées par le royaume généraient d'immenses richesses et la cour de Genséric attirait diplomates, artistes et intellectuels du monde connu. La tolérance religieuse pragmatique de Genséric porta aussi ses fruits durant cette période. Bien qu'il restât fidèle au christianisme arien, il permit à différentes communautés religieuses de coexister pacifiquement dans son royaume tant qu'elles contribuaient à la prospérité générale. Cette politique attira des réfugiés et des émigrants d'autres régions de l'Empire, enrichissant culturellement le royaume vandale et fournissant les talents nécessaires à son administration complexe. Le contraste entre le royaume vandale prospère et l'Empire romain agonisant devint de plus en plus évident durant les dernières années de Genséric. Tandis que Carthage fleurissait sous son gouvernement stable, Rome faisait face à une succession interminable de crises politiques, d'invasions barbares et d'effondrements économiques. L'Empire romain d'Occident, qui avait semblé éternel, se désintégrait rapidement, validant complètement la vision de Genséric que l'avenir appartenait aux peuples ayant le courage de prendre leur place. La mort de Genséric en 477 après Jésus-Christ fut remarquablement paisible pour un homme ayant passé toute sa vie en conflit. Il mourut dans son lit à Carthage, entouré de sa famille et des dirigeants de son royaume. Pour un conquérant de son envergure, c'était une fin presque unique dans l'histoire antique où la plupart des grands chefs militaires trouvaient la mort au combat ou par assassinat politique.
Les dernières paroles de Genséric, selon les chroniqueurs de l'époque, reflétaient la conscience claire qu'il avait de sa place dans l'histoire. Il avait commencé comme chef d'un peuple de réfugiés et terminé comme fondateur d'une dynastie royale. Il avait vu la transformation de ces Vandales de nomades désespérés en seigneurs d'un empire maritime. Plus important encore, il avait prouvé que la détermination et la vision stratégique pouvaient surmonter tout désavantage initial. Les funérailles de Genséric furent une démonstration impressionnante de la transformation qu'il avait opérée chez son peuple. Le même peuple qui, des décennies auparavant, avait traversé l'Europe comme réfugié, menait désormais des cérémonies royales dignes de tout empire antique. Des représentants de peuples et de royaumes de toute la Méditerranée vinrent rendre hommage, reconnaissant l'ampleur de l'héritage laissé par le roi Vandale. Son royaume survécut plus d'un siècle après sa mort, gouverné par ses descendants qui maintinrent le contrôle sur l'Afrique du Nord et continuèrent à défier le pouvoir romain, puis byzantin. La longévité du royaume vandale prouva que Genséric avait construit quelque chose de bien plus durable qu'une simple confédération militaire temporaire. Il avait établi une véritable civilisation capable d'évoluer et de s'adapter aux changements historiques. L'héritage de Genséric dépassa de loin ses conquêtes militaires. Il avait démontré que l'histoire n'est pas uniquement déterminée par les peuples se considérant civilisés, mais aussi par la vision et l'ambition de ceux ayant le courage de défier l'ordre établi. Sa vie prouva qu'un homme avec un handicap physique, dirigeant un peuple considéré comme barbare, pouvait altérer le cours de la civilisation occidentale par la combinaison d'intelligence stratégique, de détermination implacable et d'opportunisme brillant. Lorsque les historiens futurs regardèrent en arrière, vers le 5e siècle après Jésus-Christ, ils reconnurent en Genséric l'une des figures les plus influentes de son époque. Il n'avait pas seulement pillé Rome, il avait redéfini de manière permanente l'équilibre des pouvoirs dans le monde méditerranéen. Son histoire demeura comme un témoignage éternel que de grandes transformations historiques peuvent émerger des endroits les plus inattendus, menés par des dirigeants dont la vision transcende les limitations apparentes de leurs circonstances. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et laissez votre commentaire. Ceci est la chaîne Empereur. À la prochaine. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me in the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired